not this time. This is a portrait by Elmire. Et voilà. Of another famous art forger. Michel-Ange. Michelangelo, no less, signed. I must say I'm honored. My signature, forged by Elmire, on a real Elmire, is really something. Bonjour à vous cinéphiles, bienvenue sur la chaîne Filmstrip dans cette toute nouvelle vidéo de la série Deuxième Angle. Je vous annonce que Filmstrip est tout nouvellement sur la plateforme Patreon. Vous pouvez donc aller voir le lien dans la description en bas. Si une image vaut 1000 mots, le moindre dollar vaut 1000 merci. Des vidéos comme ceux-là, c'est des dizaines et des dizaines d'heures de recherche, d'écriture, de conception et de montage, donc ça ne se crée pas tout seul. Et en plus d'encourager la chaîne à s'améliorer en termes de qualité, de diversité et de fréquence, vous aurez même quelques avantages en fonction de votre contribution. Donc un gros merci d'avance. Aussi, n'oubliez pas d'aller voir sur la page de la chaîne pour découvrir mon autre série de vidéos. Sans plus tarder, voici le deuxième film de cette série, réalisé en 1973 par Orson Welles, F for Fake, Vérité et mensonge. En fait, pour être plus précis, F for Fake est un documentaire, peut-être, réalisé par Orson Welles, peut-être, en 1973, peut-être. J'insiste, rien n'est certain. F for Fake remet en question les notions de vrai et de faux. Il fait le pont entre les deux et embrouille les différences. Creusons un peu plus dans le contenu de la première heure du film. Le film débute dans une gare de train. On est introduit à Orson Welles lui-même, prenant pour les besoins de la séquence des allures d'un magicien de scène, puis on est introduit à un jeune garçon qui lui sert de public. N'oublions pas que Welles a lui-même monté son lot de spectacles de prestidigitation. On fait brièvement la connaissance de Oya Koda, amie et assistante de Welles, puis d'un autre ami, François Reichenbach, qui est documentariste et qui filme la scène. En 2 minutes, le dispositif est en place, on y reviendra plus tard. Avant de passer à la séquence suivante, Welles nous assure d'une chose. This is a promise. During the next hour, everything you'll hear from us is really true and based on solid facts. Entrent en scène nos deux protagonistes. Elmire de Hori est un célèbre faussaire hongrois, dont plusieurs toiles courent les musées en se faisant passer pour des originales. Clifford Irving est le biographe du faussaire Elmire, mais aussi l'auteur d'une fausse biographie à propos du véritable Howard Hughes. À partir des histoires de ces deux personnages, de ces deux artistes menteurs, Orson Welles construit une longue réflexion sur la mince ligne entre le terme de vrai et le terme de faux, et de la valeur de chacun. Pour commencer, il s'inclut lui-même dans ce groupe de manipulateurs, se décrivant comme un charlatan. Déjà bien connu du milieu du show business dès un très jeune âge, il est devenu une star aux yeux du public le 30 octobre 1938 en narrant une émission de radio sur les ondes de CBS, adaptant le roman War of the Worlds de H.G. Wells, sous la forme d'une série de bulletins de nouvelles rapportant l'invasion extraterrestre. Selon la légende, la population fut aussitôt prise de panique, croyant à l'arrivée des petits hommes verts. Cette émission a rendu Wells immédiatement célèbre. Voici comment cet événement s'inclut thématiquement dans le film. L'émission en question a finalement dupé les auditeurs, émettant d'une certaine façon un mensonge qui avait l'air tout à fait vrai. Wells et son équipe ont produit une illusion. Il a franchi cette limite de l'art qui se veut une représentation du réel. Mais si le roman avait été récité d'une manière plus conventionnelle, il n'y aurait eu aucun problème. Mais c'est la forme, l'approche journalistique qu'a pris cette émission qui en a trompé plus d'un. Wells nous rappelle donc cet événement marquant pour s'inclure honnêtement parmi le groupe de menteurs déjà nommés, Irving et Elmire. L'inclusion de sa propre personne est pertinente puisque c'est une fausseté qui l'a fait connaître. Il a su tromper le public, et pourtant... Somebody down in South America did an imitation of that broadcast, and he ended up in prison. So I shouldn't complain, I guess. I didn't go to jail. I went to Hollywood. Et si le cinéma est une machine à illusions, Hollywood est certainement son paradis. Drôle de hasard, en rétrospective, lorsque Orson Welles arrive à Hollywood pour le projet Citizen Kane, l'inspiration du film, avant de s'arrêter sur William Hearst, était nul autre que le célèbre producteur et aviateur Howard Hughes. L'affaire Irving Hughes survient au milieu de la production de F for Fake. C'est une affaire en or pour Welles qui l'inclut dans son contenu. On révèle les grandes lignes de l'affaire. Clifford Irving est accusé d'avoir forgé une biographie de Howard Hughes. Irving aurait tout inventé dans son livre. On nous fait entendre un extrait d'une entrevue téléphonique avec Howard Hughes lui-même. No, I never
saw him. I never even heard of him. Don't believe a word of it, said Irving, and believe it or not, almost nobody did. Mais Wells vient nous mettre en garde. Puisque cette voix de Hughes prétend ne jamais avoir rencontré Irving, et que le manuscrit servant de squelette au livre en question a très bien pu être forgé par qui? Ce cher Elmire, peut-être? Aussi, il nous avertit que Hughes avait la réputation de faire appel à des doubles lors de communications ou d'apparitions publiques. Il fait planer un doute sur la véracité de l'extrait sonore, suggérant l'idée qu'il ne s'agit peut-être pas de Hughes lui-même sur le ruban. Si c'est le cas, l'homme qui parle n'a effectivement jamais rencontré Irving. La confiance du spectateur envers cet élément de preuve est un peu rompue. La voix d'un faux Hughes se plaignant d'une fausse biographie sur lui. Wells brouille déjà la limite entre le vrai et le faux, entre la vérité et le mensonge. On aborde plus loin le rôle des experts, ces spécialistes de l'art qui ont comme travail d'identifier si une œuvre est une vraie ou une fausse. Wells ne se gêne pas pour entacher leur réputation. Dans ce contexte, étant donné que ce sont ces experts qui décident de ce qui est vrai ou faux, l'œuvre même n'a donc aucun pouvoir en soi. Bref, la valeur d'une œuvre d'art n'est donnée que par un point de vue extérieur, et donc subjectif, un regard vis-à-vis l'œuvre et non pas l'œuvre elle-même. Clifford Irving le confirme en prétendant que Elmire de Rory a forgé des toiles qui sont alors accrochées dans plusieurs musées, des toiles qui ont été approuvées par les soi-disant experts. Ceux-ci sont trompés par la qualité du travail du faussaire, un vrai tour de magie. Elmire affirme que ces toiles sont vraies, ce qui n'est pas tout à fait faux puisqu'elles sont en effet authentifiées par des experts. D'un certain point de vue, un faux augmente la valeur d'un vrai, puisque la présence d'un faux nécessite l'existence d'un vrai. Wells remet en doute non seulement le talent des experts, mais surtout leur utilité. À ce point, la valeur d'une œuvre doit-elle être évaluée en argent plutôt que par sa qualité? Wells suggère donc que même l'institution artistique a elle aussi un certain caractère faux. Pour appuyer son point, vient son discours à propos de la cathédrale de Chartres. L'identité de son architecte est inconnue. Pourtant, Wells, comme beaucoup d'autres, s'émerveille devant la magnificence de cette œuvre, de l'œuvre elle-même, et non de son concepteur. Il remet en question la nécessité de connaître l'auteur véritable d'une œuvre. C'est l'œuvre qui nous parle, nous fait vivre, ressentir quelque chose. Comme j'ai déjà brièvement abordé dans ma vidéo sur Nanook of the North, les éléments qui font d'un documentaire un documentaire ne sont pas tant dans la reproduction du réel tel qu'il est, mais plutôt dans le lien de confiance que le film a avec son spectateur. Comme quoi ce qui est à l'écran veut se rapprocher du réel, mais parfois la manipulation du réel va très loin. Voici ce qu'a à dire à ce sujet Barry Stevens à propos d'un documentaire de Werner Herzog. I just discovered that Werner Herzog, when he did Little Dieter Needs to Fly, he had this scene where Dieter comes home to his house in California and he opens and closes the door several times. Because he was a prisoner in Laos, he can't feel shut in. So he opens and closes the door quickly to make sure it's unlocked. And it's a very powerful moment, and I always remember it in the film. Total bullshit. Herzog made that up and made him do it. And it is a wonderful dramatization of the guy's theme, but I think that's a lie. Voyons cette problématique formelle dans le cas de F for Fake. Rappelons qu'il se décrit aussi lui-même comme un charlatan, mais Wells est pourtant honnête ici. Ladies and gentlemen, by way of introduction, this is a film about trickery and fraud, about lies. Il veut parler bien sûr de Irving et Elmire, mais sous-entend qu'il parle du film en soi, de sa propre méthode. Cette simple phrase lie le contenu à la forme. Wells construit son film à partir de chutes et d'extraits d'une émission documentaire tournée quelques années plus tôt par François Reichenbach pour la BBC, Elmire, The True Picture. Wells manipule la propriété d'un autre. Si d'emblée nous avons affaire à une distorsion du réel dans le matériel documentaire, ce que F for Fake nous présente est une distorsion de ce même matériel. En travaillant avec des images de François, qui devient le véritable auteur du film. Wells a réorganisé le travail de François comme Duchamp a réorganisé le travail de Da Vinci. Il leur donne une nouvelle vie, un nouveau sens. Il prend des images tournées à différents moments et donne l'impression qu'elles font partie du même espace. Après nous avoir dit que l'heure de film qui suit est totalement vraie, le mot « fake » remplit l'écran, mot que l'on revoit à plusieurs reprises dans le film,
Puis il procède à nous raconter des histoires de mensonges, fake, sous-entendu, indice, mais surtout pourquoi Wells ressent-il le besoin de nous dire que tout sera vrai? En aurions-nous douté autrement? La scène dans laquelle il change la clé en pièce de monnaie symbolise la manière dont il est capable de nous manipuler. L'art de la magie, comme l'art cinématographique, est de convaincre. Dans le cas du cinéma, l'image, la parole et surtout le montage ont un grand pouvoir de persuasion. Wells à la fois nuance la notion d'auteur du film et brouille la ligne entre vérité et mensonge, en avouant la construction, selon métrage, ainsi que la provenance de ses matériaux, comment il les a obtenus. Une si complexe réorganisation d'éléments nécessiterait une constante réaffirmation de leur véracité. C'est l'idée qui découle de cette organisation de fragments qui est au cœur du procédé de l'essai. En s'inscrivant dans un tel genre, plutôt que du genre documentaire, la promesse de vérité est automatiquement rompue. Comme l'affirme Théodore Adorno, l'essai est l'expérience ouverte de l'absence de certitude. Wells va même jusqu'à se montrer lui-même en train de monter le film. C'est une façon de nous montrer l'œuvre en train de se construire et l'envers du décor, ce qui a pour effet de nous faire croire que tout ce qui est montré est honnête, transparent. Ironiquement, en écrivant un point d'interrogation sur l'écran, il remet en cause la crédibilité du matériau et en même temps impose son pouvoir sur le film. Le cinéaste a le pouvoir de manipuler notre perception de ses images. Par exemple, en utilisant une technique comme l'arrêt sur image, il témoigne du caractère manipulé des images. Cette simple technique a un effet de distanciation, mais en plus nous rappelle de la présence de Wells en contrôle de son matériel. Il attire notre attention sur l'existence d'une image qui normalement serait passée inaperçue parmi les 24 images de cette seconde. Il a le pouvoir de diriger notre attention sur ce qu'il veut. Les différents éléments sont disparates. Le manque d'homogénéité et de montage transparent transmet une apparence factice, artificielle. Le moment où la bobine débarque de la moviola et que Wells la replace témoigne de la difficulté à structurer le film. Les segments sont difficilement agençables puisque trop indépendants les uns des autres. Des images doublées se retrouvent dans différents contextes, juxtaposées à différents autres plans. Par ces procédés, Wells nous invite continuellement à nous concentrer sur la signification des agencements et du processus de construction davantage que sur ce qui est montré et dit dans chacun des éléments individuels qui composent le film. Il nous rappelle que le film dans son ensemble est un discours. La présence à l'écran de Orson Welles lui-même est un fil conducteur qui tient les segments ensemble. Il agit en tant que colle entre des plans qui fonctionneraient difficilement par eux-mêmes. Wells arrive à construire des conversations à trois avec des images d'espace-temps différents, dans lesquelles il se permet de compléter les phrases des protagonistes. Il va même jusqu'à souffler des réponses aux intervenants. To fool once in a while somebody very, very pompous and somebody very pretentious that I like. En nous regardant à travers la caméra, on comprend bien qu'on n'a pas affaire à une fiction close. C'est une méthode de distanciation qui donne un caractère plus vrai à ses paroles. Les archives de News on the March viennent encore une fois remettre en question la notion de vérité. Un tel dispositif n'est pas étranger à Orson Welles. Rappelons-nous la problématique d'un tel segment dans Citizen Kane. L'affaire Irving Hughes incruste un élément d'actualité dans le film, survenant pendant sa production. Mais pour ce segment, Welles ne tombe pas dans l'approche reportage. Il traite l'événement avec les mêmes techniques et les mêmes artifices que tout le reste. La séquence nous est présentée au même niveau et avec la même importance en rapport au sujet. Sa relation avec le réel nous apparaît alors plutôt ambiguë. En fait, tous ces moyens employés par Welles servant à nuancer vrai et faux, réel et fictif, sont un peu une continuité d'une des plus vieilles théories du montage cinématographique, et Welles construit des scènes et des séquences, un film complet fondé sur ce principe, avec la précision d'un vrai maître. Il nous rappelle que ce principe selon lequel le montage cinématographique est d'une certaine manière toujours faux, ou plutôt qu'une signification issue de l'assemblage de plans est plus puissante que la simple somme de ses parties. C'est dans la dernière section du film que Welles nous remet en plein visage chaque point, chaque argument, chaque réflexion que le film a défendu jusque-là. Il débute cette dernière section reproduisant une courte histoire à propos du vieux peintre espagnol Picasso. Il fait appel à Oya Kodar. Oya était en vacances dans le village de Toussaint où habitait Picasso. Un joueur de trombone pratiquant dans la rue jour et nuit dérangeait le peintre qui essayait de travailler. Mais en regardant par la fenêtre, il aperçoit Oya déambuler dans la rue. Il la revoit plusieurs fois en plusieurs jours. Il la regarde, l'admire. Picasso fait finalement entrer Oya chez lui.
La prenant comme nouvelle muse, il en produit 22 portraits. Après ces longues séances, Oya quitte la ville et avec elle, ses 22 toiles. Un peu plus tard, Picasso apprend qu'une nouvelle exposition de ses toiles ouvre à Paris, affichant rien de moins que les 22 toiles avec lesquelles Oya s'est sauvé. Se rendant immédiatement à Paris, Picasso, furieux, entre dans la galerie et se rend compte qu'aucune de ses toiles n'a été peinte par lui. Oya sort avec Picasso et le conduit au studio de son grand-père. Celui-ci, mourant, avoue être un grand faussaire, tel qu'Elmire, qui a entre autres forgé plusieurs toiles de Picasso. Celui-ci comprend l'humilité pour un artiste de vivre dans l'anonymat, empathise avec le faussaire devant lui, mais il lui demande tout de même de lui redonner les 22 toiles originales. Pas de chance pour Pablo, le faussaire les a déjà brûlées. L'histoire de Picasso est reconstituée en grande partie par des chants contre chants, comme on retrouve dans le cinéma narratif classique. Grâce à des photos de Picasso, il crée un mouvement, il construit une scène. On trouve sens d'une narration à travers la juxtaposition des éléments. On croit à l'histoire assemblée et racontée. Dans la deuxième partie de la séquence, Wells parle avec Oya. Pour les besoins de la recréation de cette conversation, Wells prend le rôle du faussaire et Oya joue Picasso. Tous deux se transforment peu à peu en ces personnages. Le réel affronte encore le mensonge. Nous les connaissons dans la vraie vie comme Orson Welles et Oya Kodar. Nous savons qu'ils jouent maintenant les rôles de vraies personnes ayant une conversation fictive. Et c'est là que le rideau tombe. Après cette scène, Wells se retrouve dans le même décor qu'au début du film et affirme qu'il a tenu sa promesse de ne montrer que vérité durant 1 heure. Mais That hour, ladies and gentlemen, is over. For the past 17 minutes, I've been lying my head off. un simple mais habile tour de passe-passe pour nous tromper. C'est là l'humour ironique de Wells. Il nous met en garde qu'il est un charlatan et un menteur, et pourtant nous lui faisons confiance tout ce temps. On doit avouer qu'il est honnête lorsqu'il dit être menteur. Les aveux font surface. Le grand-père de Oya n'était pas peintre, et l'histoire de Picasso est complètement fausse. Pour donner sens à cette dernière scène, je me permets une parenthèse. Par la magie et le pouvoir du cinéma, Wells nous avait mis en garde dès le début du film. Souvenons-nous de la scène de voyeurisme. C'est un peu une séquence de cinéma-vérité, le réel pris sur le vif, pourtant inclus dans un film à propos de mensonges. On voit encore l'humour d'Orson Welles. La femme est consciente de son apparence et des regards qu'elle attire. Les hommes sont les spectateurs, mais on les voit de loin à l'aide de téléobjectifs, pour que leur réaction demeure authentique, et la marche de Oya est une mise en scène. En fait, cette scène nous prépare au film qui suit. Comme nous, les hommes se laissent guider par leur désir de voir. Les hommes sont vrais, mais sont des éléments insignifiants par eux-mêmes. Ils prennent sens en rapport à la femme, et à la scène en rapport à la séquence, et la séquence au film. La mise en scène est attirante, la supercherie est fascinante pour un spectateur. Wells s'est déjà ajouté à l'équation en s'incluant dans le groupe de menteurs, mais durant la scène de Picasso, il prendra un rôle semblable à Clifford Irving, c'est-à-dire qu'il crée une nouvelle œuvre en se basant sur une vraie personne, mais inventera complètement l'histoire. Il prouvera le point de son film à l'intérieur même de cette fiction et par la forme narrative classique que prendra la scène. Nous croyons à son histoire, peut-être précisément parce qu'elle est construite dans une formule plutôt standard, comme celle qu'on a l'habitude de voir au cinéma, ce qui est loin de la forme éclatée et hétéroclite du reste du film. Comme l'enfant devant un tour de magie, le spectateur est volontiers diverti par ce qui lui est montré, en se demandant constamment « est-ce vrai ?» L'enfant est émerveillé, oui par la magie, mais parce qu'il sait qu'il y a tromperie. Le simple principe du mensonge est assez pour l'épater. La magie du cinéma réussit à nous épater. Même Oya Kodar est son complice, comme l'assistante d'un magicien, pendant que Wells se joue de nous. Le désir de voir est essentiel et est la base de toute forme d'art. Le regard doit être. Et dans le cas du spectacle ou du cinéma, la volonté que notre regard soit trompé. Le magicien et le cinéaste sont encouragés par le public à lui mentir. La beauté de l'art est précisément de nous faire croire. Le public demande à être berné. Nous le sommes à la fin et en sommes satisfaits. Tous ces personnages sont des menteurs. Sont-ils moins vrais pour autant, ou sont-ils simplement des artistes? L'art n'est pas au service de la vérité. L'art en soi est un mensonge. C'est vrai. Merci beaucoup à vous et un très gros merci aux tout premiers contributeurs sur Patreon. N'importe quelle contribution fait grandir la chaîne, merci beaucoup. Un autre merci spécial pour Julie, avec qui il y a 8 ans j'ai fait la recherche sur laquelle j'ai basé cette vidéo. Beaucoup d'autres sont à venir, suivez Filmstrip sur YouTube, Facebook et Patreon. C'était René pour Filmstrip.
Merci et à bientôt.